Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Dr Nicole Bernstein, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste et échographiste. Professeur Philippe Cornet, bonjour. Bonjour. Professeur de médecine générale émérite à la Sorbonne Université. Et j'ajoute que vous êtes tous les deux membres du groupe de travail à la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge des dysthyroïdies. Est-ce que c'est bien ça ? C'est exact. Merci d'être sur notre plateau. On va parler des troubles thyroïdiens. Ma question s'adresse à tous les deux. À partir de quel moment il faut avoir, on va dire, une suspicion de troubles thyroïdiens ? Docteur Bernstein. Alors, les symptômes cliniques vont être très divers et non pathognomoniques, mais par contre, une association de signes va permettre de suspecter une dysthyroïdie. Et puis, il y a aussi quelques situations particulières. Dont nous allons parler, notamment les femmes enceintes et les personnes âgées. Professeur Cornet, je vous en prie. Oui, donc le point le plus important, c'est que la clinique n'est qu'un élément de suspicion, puisque c'est très ubiquitaire. Il y a de très nombreux signes qui peuvent orienter vers l'idée qu'il pourrait y avoir une dysthyroïdie. Alors, cette situation, elle a comme conséquence d'avoir des prescriptions peut-être un peu excessives des hormones thyroïdiennes, on va revenir dessus, ce qui a justifié d'ailleurs en partie le groupe de travail et la réactualisation des bonnes pratiques autour de l'accompagnement des patients qui souffrent de dysthyroïdie. Quand faut-il faire un bilan ? Quand on suspecte donc une hypo ou une hyperthyroïdie, et dans certaines situations particulières où on va reprendre les antécédents, par exemple à l'occasion d'un désir de grossesse ou devant une personne âgée qui a quelques symptômes qui ne sont pas habituels et qui a une association de symptômes. C'est plutôt dans ces situations-là. Mais par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de faire mais là on passe déjà dans la recherche, de faire une recherche de TSH à l'occasion d'une maladie intercurrente, parce que ça va fausser les résultats. Tu voulais peut-être intervenir Oui, et justement, je voulais vous poser aussi une question. Je vous donne la parole tout de suite, professeur. Les personnes à risque, les antécédents familiaux interviennent également, forcément ? Oui, vous avez en fait 3 critères. Vous avez les signes cliniques, ce qui est un signe d'appel, le terrain, les antécédents personnels, mais aussi les antécédents familiaux, qui peuvent intervenir pour dire que cette personne est peut-être plus à risque qu'une autre de développer une dysthyroïdie, qui nous amènera donc à faire un bilan. Alors justement, on va y venir. Une fois que vous suspectez, j'allais dire, ces troubles thyroïdiens, vous allez affiner et confirmer ce diagnostic. Voilà, donc la seule prescription utile en première intention, c'est la TSH. La TSH et rien que la TSH. Voilà. Professeur. Oui, assurément, c'est la première étape. S'il n'y a pas de modification de la TSH, il n'y a pas lieu de poursuivre le bilan. Et dans le cas contraire, quels sont, les autres examens que vous préconisez ? En deuxième intention, on va demander une T4 libre. La T3 n'a pas de place dans ce bilan, que ce soit hypo, hyper, en deuxième intention. Professeur. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour être assez élégant dans la prescription, puis éviter aux patients de revenir au laboratoire, on fait ce qu'on appelle une prescription en cascade. C'est-à-dire dosage de la TSH. Si TSH anormale, doser la T4. Et si on a une suspicion, une orientation quant à la cause de cette dysthyroïdie, si c'est une hypothyroïdie, on peut dire, à ce moment-là, proposer un dosage des anticorps anti-thyroperoxydase, les ATPO. Et si c'est une hyperthyroïdie, on va demander, toujours en cascade, de doser les TRAC, les anticorps antirécepteurs de la TSH. J'ai une question à vous poser concernant l'imagerie médicale. Est-ce que vous la sollicitez et dans quel cas ? Alors, dans l'exploration dans une suspicion d'hypo ou d'hyperthyroïdie, en première intention, pas d'imagerie. Si la clinique fait penser à un nodule ou à un goitre, là, oui,
quelle que soit la TSH, on va demander en même temps une échographie thyroïdienne. Mais sur une suspicion d'hypothyroïdie, on ne va pas demander, il n'y a pas de place pour l'échographie ni pour l'imagerie en général. Sur l'hyperthyroïdie, c'est une autre histoire, mais ça n'arrivera qu'après le diagnostic d'hyperthyroïdie. Professeur, je vous vois acquiescer les propos du docteur Bernstein. Oui, je vais juste compléter. L'hyperthyroïdie, en médecine générale et clinique, elle est dominée par la maladie de Basedow, donc une maladie auto-immune. Si vous avez des signes cliniques, une TSH effondrée, une T4 élevée, et des anticorps anti-récepteurs de la TSH positifs, vous pouvez vous arrêter là. Il n'y a pas d'imagerie. Vous avez affirmé la maladie de Basedow. Donc l'échographie ou la scintigraphie ne vous apportera rien de plus. En revanche, si vous avez une anomalie de la fonction, c'est-à-dire qu'il y a une hyperthyroïdie associée à une suspicion d'un nodule à l'intérieur de la thyroïde, donc vous allez suspecter ce qu'on appelle un nodule toxique. Et dans ce cas-là, il faut affirmer que vous avez bien une anomalie de la fonction, c'est-à-dire la TSH modifiée, la T4 élevée, et vous allez rechercher la cause avec une imagerie. Et là, pour voir s'il n'y a pas un nodule, si ce n'est pas un nodule toxique. Et vous pouvez avoir l'échographie, c'est un nodule, mais aussi vous pouvez y associer secondairement après déjà la cascade, une scintigraphie. Il y aura une hyperfixation au niveau du nodule, et on va dire l'hyperthyroïdie est liée à ce nodule toxique. Et à quel moment préconisez-vous que votre patiente aille voir un endocrinologue? Alors, dans l'hypothyroïdie, en fait, il est assez rare d'avoir besoin de l'avis spécialisé de l'endocrinologue. Sauf si on n'a palpé un nodule, s'il y a un nodule qui a une conduite à tenir à ce moment-là un peu spécifique. Sauf si les résultats biologiques ne sont pas logiques. On va avoir une TSH élevée et puis une T4 libre élevée, par exemple. Donc là, on va rechercher plutôt une cause plus haute, une cause centrale. Et on a besoin de l'avis de l'endocrinologue. Dans l'hypothyroïdie, assez souvent, on peut se débrouiller tout seul en tant que généraliste. Voilà. Après, il y a le problème des hypothyroïdies frustres, où si elles durent, on peut être un petit peu ennuyé et on peut quelquefois avoir besoin d'un avis endocrinologue sur une hypothyroïdie frustre qui dure et quelquefois pour lequel l'accord du patient n'est pas toujours évidente. Donc ça va le rassurer aussi d'avoir l'avis du spécialiste. L'hyperthyroïdie, c'est une autre histoire et on va avoir plus facilement besoin de l'avis endocrinologue. Professeur Cornet, je rebondis sur ce que le docteur Bernstein disait sur la place du patient dans la décision partagée. Alors, dans l'hypothyroïdie, alors évidemment, il y a de l'information et s'il y a une hypothyroïdie avérée, il y a guère de possibilités différentes que d'être traitées. Ensuite, ça sera dans le suivi, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans le suivi où l'ajustement de la dose peut être très adapté au ressenti, au vécu, à la qualité de vie de la personne. En revanche, dans l'hypothyroïdie frustre, on peut faire une proposition de traitement à un moment, on ne va pas rentrer dans les détails quand la TSH est très élevée, pour voir s'il y a une amélioration quand même du vécu, du sentiment un petit peu intime. En revanche, dans l'hyperthyroïdie, au niveau des traitements, on ne va pas rentrer dans le détail sur les indications, mais globalement, on a 3 types de traitements. Soit des médicaments, des antithyroïdiens, soit la chirurgie, soit l'iode radioactif. Et là, on peut être amené à demander, en fonction des contraintes que ces 3 traitements peuvent entraîner, quelle est la préférence du patient et de voir si ça s'ajuste, si c'est cohérent avec la possibilité de le traiter comme ça. Alors j'en viens à la prescription et au traitement. Combien de temps ça dure? Bien évidemment, ça dépend des cas. Pour l'hypothyroïdie, on va adapter. Alors, ça dépend effectivement des cas. Les personnes âgées, les personnes qui vont avoir des problèmes cardiovasculaires, on va y aller tout doucement. On va traiter très doucement.
Donc on va atteindre la posologie optimale plus lentement que quelqu'un chez qui on pourra mettre d'emblée la dose calculée 0,5 à 1 microgramme par kilo. Voilà. Mais ça dépend donc de la population, ça dépend aussi de l'accord du patient, parce qu'il faut le convaincre, c'est ça qui va aussi déterminer l'observance. Et puis, pour le cas particulier des femmes enceintes, là aussi, il va falloir en discuter, leur expliquer. Certaines vont être très réticentes à prendre un médicament pendant leur grossesse. Donc, il faudra leur expliquer pour quelles raisons, dans la mesure où c'est bien sûr indiqué. Et là, on a un arbre décisionnel tout à fait clair sur la prise en charge des femmes enceintes. Et chez les personnes âgées, professeur Cornet? Alors, chez les personnes âgées, dans l'hypothyroïdie, on peut substituer, évidemment, de façon, on commence par des doses plus faibles et on monte très progressivement pour éviter de découvrir éventuellement une pathologie coronarienne. Voilà, donc on est très progressif, mais on a le temps. Ce n'est pas une pathologie aiguë, l'hypothyroïdie. Enfin, ça n'est plus une. On a vu des choses historiques, mais on ne voit plus. Et donc, on a le temps d'ajuster progressivement pour ne pas mettre la personne âgée en danger. Dans l'hyperthyroïdie, peut-être. Allez-y, je vous en prie. Dans l'hyperthyroïdie. Donc, si on est sur le traitement, c'est un traitement qu'on va mettre d'emblée, efficace. Il y a deux écoles. Soit on met la personne en hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'on coupe complètement toute possibilité de sécrétion de la thyroïde et on substitue, puisqu'on est en hypothyroïdie, avec de la lévothyroxine. Deuxième école, on freine un maximum, on remet à l'équilibre et on voit et on substitue éventuellement un peu ou pas. Alors c'est deux écoles. Il y a pas... En revanche, pour l'hypothyroïdie, on est traité à vie, puisqu'on ne reviendra pas en arrière, enfin, dans les hypothyroïdies auto-immunes, maladie de Hashimoto. En revanche, dans l'hyperthyroïdie, lorsqu'on traite avec des médicaments, le traitement dure habituellement 18 mois, à peu près 1 an et demi, et on arrête. Alors il y a un peu de discussion, mais ce qui prédomine, c'est on arrête d'un seul coup. Et ensuite, on vérifie que soit il n'y a pas de récidive, bien sûr, soit il n'y a pas non plus une hypothyroïdie qui se serait installée au décours de ce traitement pour X raisons. Alors, dernier point, le suivi des patientes. Il y a deux choses. Ce dont on parlait, la décision médicale partagée, hein, oui. Et puis l'observance. Oui, tout à fait. Il y a l'observance et dans le cas particulier de la femme ayant un désir de grossesse ou enceinte, il y a aussi un message important à lui faire passer. Pour celles qui sont déjà sous traitement de lévothyroxine, il faut que dès le début de la grossesse, elles augmentent leur dose de 20 à 30%. Parce que pendant la grossesse, il va y avoir beaucoup plus de besoins d'hormones thyroïdiennes. Et ça peut s'expliquer en consultation préconceptionnelle. Encore faut-il qu'elle sache qu'il existe une consultation préconceptionnelle. Donc ce sont souvent les généralistes, à l'occasion d'un renouvellement de contraception ou d'un renouvellement de lévothyroxine, qui vont leur dire, n'oubliez pas, dès le début de la grossesse, venez, on va en parler et il faudra que vous augmentiez votre dose. Voilà. Et chez les personnes âgées alors ? Alors, chez les personnes âgées, en fait, le point de ces recommandations qui est important, c'est que les bornes supérieures ont changé. En fait, les bornes supérieures, on est beaucoup plus tranquille et on va prendre comme borne la dizaine de l'âge du patient. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout s'inquiéter si quelqu'un a, par exemple, 70 ans ou 73 ans. La borne supérieure de la TSH n'est plus 4, ni 4,5. 75 ans, c'est 7. Voilà. 90 ans, c'est 9. Et on ne va pas du tout les embêter. On va considérer que c'est normal. De même que les patients ont pris de l'âge, leur thyroïde a pris de l'âge. Et les besoins seront aussi différents. Et on va éviter les surtraitements qui ont des conséquences cardiovasculaires qui, à cet âge-là, peuvent poser problème. Alors j'ajoute un point sur le surtraitement. Il y a une situation aussi où il y a quelques prescriptions de surtraitement, c'est l'obésité. Parce que l'obésité augmente la TSH. Les gens en situation d'obésité ont souvent une TSH un peu plus élevée qui est prise pour, d'une part, une hypothyroïdie éventuelle, ou d'autre part, le fait que c'est parce qu'il y a une hypothyroïdie qu'ils ont pris du poids.
Or, la prise de poids dans l'hypothyroïdie, elle n'est jamais majeure et elle est toujours tardive. Il y a d'autres signes avant. Mais il y a donc des surtraitements chez les personnes en situation d'obésité parce que l'obésité modifie la TSH au même titre qu'on l'a vu avec les personnes âgées. Donc prudence dans ces situations. Il ne s'agit pas des petites obésités d'IMC 30, des gens à 35, 40, 45 d'IMC. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous. Bien, moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Et puis, restez avec nous, à venir d'autres entretiens.